Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler des liaisons métalliques et des propriétés des métaux qui découlent de ces liaisons métalliques. J'ai un petit rappel que ce serait une bonne idée de faire une petite révision de ce qu'on a vu en 11e pour les liaisons ioniques et covalentes, parce que toute cette matière va être utile à mieux comprendre les liaisons cette année, mais on ne va pas nécessairement le revoir en détail. Donc ici, l'objectif c'est de pouvoir expliquer c'est quoi une liaison métallique et de comment les propriétés découlent de ces liaisons. Donc premièrement, un petit rappel sur l'électronégativité. L'électronégativité, c'est la capacité à attirer des électrons. Et on utilise la différence d'électronégativité entre deux atomes pour déterminer le type de liaison qui sera formée. Puis généralement, plus que cette différence est grande, plus que l'attraction existe entre deux atomes. Donc, si on a une différence de plus de 1,7, on peut dire que c'est une liaison à caractère ionique. Puis je dis à caractère ionique parce qu'on l'a vu l'année passée que il y a certains composés moléculaires qui vont avoir une différence d'électronégativité de plus de 1,7. Donc, c'est pas exclusivement des liaisons ioniques, mais c'est des liaisons qui ont un caractère ionique. Ça c'est un petit changement qu'on va faire d'après l'année passée. Là, cette année, on va dire qu'entre 0,4 et 1,7, c'est polaire. Et entre 0 et 0,4, c'est légèrement polaire. Et ce qui est à 0, c'est vraiment non polaire. Ce qui est légèrement polaire, vraiment a des caractéristiques qui est plus proche du non polaire que du polaire. Pour avoir une bonne polarité, il faut vraiment que la différence soit assez grande pour créer une différence de charge. Et c'est pour ça qu'on va commencer plutôt à 0,4 quand on parle de molécules polaires. Alors, les liaisons métalliques, c'est des liaisons entre deux métals, justement. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu l'année passée. L'année passée, on a vu des liaisons entre un métal et un non-métal, ionique, et des liaisons entre deux non-métals, moléculaires. Là, on va voir les liaisons entre deux métaux. Et les métaux ont des électronégativités assez faibles, avec des couches de valence qui sont au maximum moitié remplies. Donc, l'attraction entre le noyau et les électrons de valence est faible. Et à cause de ceci, ils peuvent facilement bouger d'un atome à l'autre. Donc, c'est un peu comme les composés ioniques ont une matrice. Les composés métalliques, les liaisons métalliques, observent ce qu'on appelle le modèle de la mer d'électrons. Puis l'idée ici, c'est que tu as une grande collection d'atomes métalliques qui sont en forme de cations, c'est-à-dire d'ions positifs, qui vont être ordonnés et gardés en place par un mer d'électrons délocalisés. Délocalisé veut dire que les électrons sont pas nécessairement localisés sur un atome, mais sont en train de bouger dans ce grand mer d'atomes et peuvent aller de un à l'autre. Et cette mer d'électrons garde tous les atomes métalliques en place dans un genre de matrice comme avec les composés ioniques. Puis ce que ça donne, ça forme une structure cristalline uniforme. Donc disons que tu as du cuivre, tu auras un grand réseau d'atomes de cuivre et tu auras un mer d'électrons, une mer d'électrons qui entoure tous ces atomes de cuivre qui les garde en place. Regardons maintenant à certaines propriétés des métaux en essayant de les expliquer un peu avec notre nouvelle connaissance des liaisons métalliques. On va commencer avec le point de fusion et le point d'ébullition.
On fait les deux en même temps parce qu'ils sont assez liés l'un à l'autre. Alors, un petit rappel, point de fusion, c'est le point à laquelle on peut fondre un solide. Et le point d'ébullition, c'est le point à laquelle on peut bouillir une liquide. Et nous avons à gauche ici un tableau de points de fusion et d'ébullition des métaux communs. Et on peut voir en les regardant que il y a généralement une liaison entre les deux. Donc là où les valeurs sont faibles pour les deux, comparé à ceux qui ont des valeurs très élevées, qui sont généralement élevées pour les deux. En bas, ici, nous avons une visualisation des points de fusion pour la majorité des éléments dans le tableau périodique. Et je voulais souligner deux ou trois tendances à l'intérieur de cette image. Premièrement, si on regarde aux éléments du bloc 1, et généralement le bloc 2, pas le bloc, groupe 1 et groupe 2, à l'intérieur du bloc S, on peut voir qu'au fur et à mesure que le numéro atomique augmente, le point de fusion diminue. Donc le point de fusion est plus élevé ici qu'ici où il est plus petit. La raison pour cela, c'est que la taille augmente. Et les électrons de valence sont plus éloignés du noyau. Et le plus éloignés qu'ils sont du noyau, le moins attirés que sont les électrons au noyau. Donc c'est un peu plus facile de les séparer. Une autre tendance que j'aimerais mentionner, c'est que du groupe 1 jusqu'au groupe à peu près 6 ou 7, jusqu'à peu près ici, le point de fusion augmente. Puis la raison pour cela, c'est parce qu'on est en train d'ajouter progressivement un électron de valence. Et on est en train de remplir les orbitales avec des électrons. Et donc, le plus qu'on remplit les orbitales, le plus qu'il y aura une attraction de ces électrons au noyau, et le plus fort que sera les attractions entre les différents atomes de métaux dans une collection d'atomes. Une troisième chose que j'aimerais remarquer, c'est l'affaiblissement du point de fusion au fur et à mesure qu'on va comme ça. Puis là, c'est pas toujours vrai, mais en particulier, c'est vrai pour la première rangée de métaux, le bloc de période 3. Et en particulier le zinc, qui a un point de fusion assez faible comparé à ce qui l'entoure. Puis la raison, c'est que nous avons rempli l'orbital D de l'atome. Et donc, les électrons sont plus attirés au noyau et il y a donc moins d'électrons dans la mer d'électrons que nous voyons avec une liaison métallique. Donc, il y a moins d'électrons qui sont en train de bouger et il y a plus d'attraction, il y a moins d'attraction entre les différents atomes du métal. Passons maintenant à la conductivité. Les métaux sont généralement de très bons conducteurs, justement parce que les électrons bougent facilement à l'intérieur de la mer d'électrons. Donc, on a un exemple ici. L'image en haut ici, c'est à une température faible. Au fur et à mesure que la température descend, les atomes vont s'aligner, vont s'ordonner d'une façon très logique. Les électrons vont être capables de passer à travers très facilement d'un côté du métal à un autre. Donc, si on met une charge positive, une charge négative à un côté et à l'autre, les électrons vont pouvoir aller
c'est facilement du négatif vers la positive. Par contre, si on augmente la température, généralement la conductivité diminue parce que les atomes vont avoir un peu plus d'énergie, vont bouger un peu plus et vont réduire l'efficacité du cheminement de l'électron à l'intérieur du mer d'électrons. Donc ça met un peu les obstacles et ça réduit la possibilité pour les électrons de bouger d'un côté à l'autre. Mais comme on peut voir dans le tableau période, le visuel ici, la majorité des métaux ont des conductivités assez élevées par rapport aux non-métaux qui ne sont pas conductifs du tout. La déformation plastique est une propriété physique qui englobe plusieurs différentes propriétés, en particulier la malléabilité et la ductilité, qui sont un peu la même chose. Les deux sont la capacité du métal à se déformer, mais c'est sous une force différente. Donc la malléabilité, c'est quand la déformation a lieu à cause d'une compression. Donc, comme l'image ici, c'est une image de la malléabilité. Donc, nous avons le marteau qui va comprimer, qui va essayer de comprimer les particules, les atomes d'un métal. La ductilité, c'est la capacité à se déformer sous une force de tension. Donc, c'est comme une corde et on tire sur les deux côtés. Si on essaie de tirer sur un métal pour former un fil ou un cord, ça serait la ductilité. Donc, les métaux sont malléables et ductiles, généralement parce que, à cause des mers d'électrons, les atomes sont capables de rouler un peu, glisser un sur l'autre pour déformer leur structure. Donc ici, on a une structure très ordonnée, carrée, et quand on applique une force de compression, les atomes qui subissent la force de compression sont capables de rouler sur les autres et de bouger. Si après qu'on enlève la force, les atomes sont capables de retourner à leur état original, on dit que le métal est élastique. S'ils ne sont pas capables de retourner à leur état original, c'est non élastique. La dureté est souvent pris pour être la même chose que la malléabilité et la ductilité, mais en fait c'est différent. La dureté, c'est la capacité de résister au rayage, au boissonnement ou au pliage. En fait, un peu la capacité de résister à la déformation. Et la dureté augmente le plus que la structure là est moins ordonnée. Donc, par exemple, ici, nous avons un métal, un mer d'électrons et d'atomes. Et ici, nous avons une frontière, disons, entre deux cristaux. On a, disons, un cristal ici, un cristal ici, et un autre cristal ici. Et si on applique une force, cet cristal ici ne sera pas capable de rouler par-dessus celui-là, parce que les atomes ne sont pas alignés l'un sur l'autre. Donc, le plus qu'il y a ces frontières entre les cristaux, le plus que le métal sera dur. Et le moins qu'il y a une variation entre les cristaux, le moins que le métal sera dur. Donc, dernièrement, pour finir notre discussion des métals, j'aimerais parler des alliages. Un alliage, c'est un mélange de deux ou plusieurs types d'atomes métalliques. Donc, il y a deux types d'alliages, puis l'objectif général des alliages,
c'est d'améliorer les propriétés. C'est ce qu'on cherche généralement à faire en créant un alliage. Donc, à gauche, ici, nous avons un alliage de substitution. Dans un alliage de substitution, on prend un métal et on le substitue pour un autre métal, pour arriver à un métal qui a des atomes individuels qui ont été substitués pour un autre atome. À droite, nous avons un alliage d'insertion. Dans un alliage d'insertion, on prend un atome qui est beaucoup plus petit que les atomes du métal original et on les insère à l'intérieur de la mare d'électrons. Dans les deux cas, et en particulier dans le cas des alliages d'insertion, ça va augmenter la dureté des métals parce que ça réduit l'organisation et ça augmente les frontières entre les cristaux. Donc ça réduit la capacité des atomes dans la mer de glisser l'un sur l'autre. Des exemples d'alliage, un exemple d'alliage de substitution serait le laiton, brass en anglais, ou le bronze. Un exemple d'alliage d'insertion serait l'acier, steel en anglais. Donc les alliages sont très utiles, nous permettent d'améliorer les propriétés physiques des métaux pour pouvoir les utiliser dans des situations où on n'aurait pas nécessairement le métal idéal pour ce qu'on veut faire.